Bienvenue sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations, proposé par Andrea Di-Cane. Transformer pour redonner du sens. Au cœur des organisations. Bonjour à toutes et à tous. Tout ce qui est grand se développe avec passion. Et le succès de toute transformation réside dans un état d'esprit positif. Dans ce podcast, nous plongeons au cœur des organisations, à la rencontre des leaders et managers qui insufflent des transformations audacieuses. Leur engagement inébranlable, leur vision inspirante et les décisions qu'ils prennent avec courage impactent la vie des collaborateurs. Je m'appelle Andrea Di-Cane, je suis consultante en transformation des organisations et j'accompagne mes clients sur les projets qui touchent à l'organisation et à l'efficacité opérationnelle. C'est avec une immense joie que je vous accueille aujourd'hui sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations. Ensemble, nous allons explorer comment ces femmes et ces hommes créent un impact durable, façonnant l'avenir des entreprises et de ceux qui y travaillent. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez me soutenir dans ma démarche, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à le partager avec votre communauté sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Alexia de Bernardi. Alexia est une serial entrepreneur en quête d'un monde meilleur, notamment au travail, depuis maintenant plus de 20 ans. Ingénieure diplômée de l'ENSTA et du Master Entrepreneur d'HEC, elle a commencé sa carrière dans le conseil en stratégie et la direction de projets dans le digital. En 2004, Alexia a fondé une entreprise pionnière dans le domaine de la parentalité en entreprise qu'elle a dirigée avec succès pendant 10 ans avant de la céder à un groupe de crèches. Depuis 2016, Alexia de Bernardi s'est alors consacrée au sujet de l'esprit d'équipe au travail avec ses ouvrages Moteurs d'engagement, Télétravail efficacement aux éditions Marabout et la création de la WeBox, une start-up RH qui aide au quotidien les communautés de travail par l'IA et l'intelligence collective. Par ailleurs, en tant qu'investisseuse, board member et mentor, au travers de sa structure Facteur Clé, Alexia apporte son expertise à une variété de start-up pour augmenter les chances de réussite de ceux qui sont porteurs de solutions. Rejoignez-nous pour une conversation inspirante avec Alexia où nous explorons ses idées sur l'engagement des salariés et l'avenir du travail. Bonne écoute. Bonjour Alexia, je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations. Comment vas-tu? Merci Andrea, tout va bien, merci pour ton invitation, ravie d'être là. Bon, avant de commencer, je souhaiterais faire un salut à Cécile de Guilbon, grâce à qui nous avons pu nous rencontrer. Et donc tu as écrit plusieurs livres et il y en a 2, dont un sur le télétravail efficacement chez Marabout et Moteur d'engagement. Nous allons avoir le temps d'en parler plus précisément. Mais avant cela, je voulais comprendre quel a été le fil conducteur, s'il y en a un, de ton parcours. Oui, Andrea, alors moi je suis start-upeuse depuis 20 ans, j'ai créé, vendu, investi. Je suis mariée, j'ai 3 enfants, je suis diplômée de l'ENSTA, je suis ingénieure en algorithmie et d'HEC, le Master Entrepreneur. Mais peut-être que ce qui t'intéresse le plus, c'est mon fil rouge professionnel qui depuis 20 ans est d'entreprendre pour un monde meilleur. Alors, je me présente ouvertement ainsi que depuis 10 ans, même si je l'ai toujours été. Je l'assumais pas vraiment jusqu'ici parce que je craignais les jugements de valeur sur cette expression du monde meilleur que certains trouvent bisounours, donc je vais expliquer.
En fait, je lance des projets, je lance des entreprises pour avoir un impact positif sur le monde, pour transmettre des projets qui ont du sens. D'accord. J'ai juste eu en fait quelques années de salariat dans le conseil et puis dans une première start-up. Et D'accord. puis je me sentais limitée en fait. Donc j'ai des convictions, j'ai envie d'être libre, j'ai besoin de briller aussi et je suis très engagée dans mes convictions et aussi j'ai un côté leader. Donc l'entrepreneuriat m'allait très bien. Donc j'ai d'abord créé Philapi, une structure dans le domaine de l'enfance. D'accord. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu, enfin je connais Cécile de Guilbon depuis très longtemps, mais c'était une de mes actionnaires, voilà, qui nous a présenté. Très bien. Ensuite, j'ai créé en 2018 une société dans le domaine du management, une société digitale. C'est un peu l'IA du manager qui s'appelle la WeBox. Et puis, j'ai investi une dizaine de fois, que ce soit dans l'alimentation saine et pas chère ou dans l'alimentation végane avec des substituts de poissons. Ou récemment, ou même mon premier investissement était dans le domaine de l'énergie. D'accord. Pour révolutionner la pile. Donc en fait, si tu veux, ça c'est vraiment moi, c'est ce que je sais faire. Je ne sais pas faire quand il n'y a pas de sens, parce que mon corps se révolte et je suis en train d'écrire un ouvrage où je vais raconter cette histoire et toutes ces 20 années de pratiques d'entrepreneurs à impact. Et j'ai d'ailleurs interviewé une trentaine d'entrepreneurs dont certains sont très connus. Et je me rends compte que tous ont ce moteur, les moteurs que je citais, tu vois, la liberté, le besoin d'intensité, le besoin de sens, de leadership. Et alors pour ma part, je vais juste te donner un peu moi mon histoire. Hein. Cette rébellion, elle vient de mon enfance. Je tiens ça d'une forme de maltraitance vécue dans mon enfance qui m'a fait fonctionner en mode survie pendant une vingtaine d'années. Et je me rends compte que beaucoup d'entrepreneurs ont ce moteur. Alors moi, mes victoires professionnelles, elles viennent vraiment de mes tripes. Et c'est vrai que ce moteur donne une forme d'acharnement qui peut être un moyen de survie qui te permet de développer une très grosse capacité de travail. Et voilà, j'ai décidé de mettre, plutôt de renverser cette colère et la transformer en énergie positive pour monter des projets et ça devient donc un trait de caractère. Voilà. Bon. C'est vrai que cette énergie, en fait, c'est un peu comme les artistes, tu vois, cette énergie créative qu'ont les entrepreneurs, elle permet d'être, c'est ça qui permet d'être des catalyseurs engagés. Donc ça fait le lien avec ton podcast c'est très naturellement. Merci beaucoup Alexia et je sens beaucoup d'émotions quand tu le dis et c'est très fort. En tout cas, j'ai hâte de lire ton ouvrage qui va bientôt sortir et donc de ce que je comprends, ce fil conducteur, c'est vraiment aussi en tant qu'entrepreneur, en tant que une personne engagée pour un monde meilleur et d'accompagner les entrepreneurs, les entreprises. Et nous allons un petit peu en parler, mais effectivement avec la WeBox. Donc, tu es présidente fondatrice de la WeBox. Et c'est quoi exactement la WeBox aujourd'hui ? Alors, la WeBox, c'est une société, parce que si tu veux, une conviction, ça fait pas un business model. Donc, je suis allée chercher avec Philapi le sujet de l'enfance, avec la WeBox le sujet du management. Et c'est le fruit d'un cheminement très important pour aller comprendre quel était le problème à résoudre. Et aujourd'hui, dans les entreprises, je trouve que le sujet du management est vraiment crucial pour pouvoir générer une envie de donner le meilleur de soi-même au travail. Alors, qu'est-ce que c'est que la WeBox ? La WeBox, c'est l'IA au service du manager. Donc, c'est une solution qui permet aux managers d'échanger leurs bonnes pratiques et d'être aidés dans leur quotidien grâce à l'algorithmie. Donc, ils échangent entre eux pour trouver des solutions, pour pouvoir décliner concrètement les valeurs de l'entreprise et pour pouvoir être beaucoup plus efficaces dans leur management. Hein. Tu sais, certains vont chercher les idées en épluchant les études Xerfi et trouver quel est peut-être le bon filon, le bon business à développer. Moi, je suis toujours partie de cette conviction de vouloir faire en sorte que les hommes, les femmes et les humains deviennent meilleurs. Et je pense qu'il y a, dans le monde du travail, il y a un énorme pain point à résoudre sur le management. Très bien. Et donc, derrière la création de la WeBox, quelle est vraiment l'inspiration qui est derrière ? Effectivement, c'est d'accompagner les équipes à plus d'engagement ou de mesurer l'engagement. Alors, l'engagement, en fait, c'est
l'engagement, c'est un mot qui est très galvaudé. Alors effectivement, Tout à fait. en fait, quand j'ai quitté le monde de l'enfance en ayant vendu le groupe le groupe Philapi au groupe Babylou, je m'étais rendu compte en fait que les parents qui déposaient leurs enfants chez nous et qui donc sortaient du bureau étaient particulièrement tendus. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'abord interviewé 200 personnes avant de monter la WeBox, 200 personnes qui travaillaient en leur demandant quel était vraiment le sujet, le pain point à résoudre dans le monde du travail. Et j'ai été sidérée de voir la quantité de personnes qui allaient au bureau en traînant les pattes. Alors que moi, en tant qu'entrepreneur, c'est pour ça que j'ai insisté dans l'introduction, il y a vraiment une énergie très forte et des convictions. Et de même que j'ai d'ailleurs aussi été sidérée d'apprendre que 30% des Français prenaient des psychotropes. Donc durant cette étude, je me suis dit, quel est le fléau du malheur des gens sur lequel je peux travailler, parce que c'est vraiment c'est ça qui m'intéresse. Et j'ai essayé de recenser au travers de ces interviews quelles sont les bonnes pratiques qui font qu'on génère de l'engagement au sens de l'envie de travailler, l'envie de se lever le matin, et donc in fine moins de burn-out, qui est aussi un sujet sur lequel je travaille beaucoup, parce que les entrepreneurs sont très sujets au burn-out et j'ai beaucoup de témoignages sur ce sujet-là. Donc c'est partant de ce constat-là, j'ai donc recensé toutes ces bonnes pratiques issues du terrain et on en a fait une plateforme qui désormais s'auto-alimente tout seul, puisque les managers partagent leurs pratiques sur des sujets où ils sont bons. D'accord. Ceux qui ont besoin de progresser attrapent ces bonnes pratiques et on a mis de l'intelligence artificielle dedans pour qu'à tout moment, un manager qui fait face à une situation où il sent que ses équipes ne sont pas convaincues, efficaces, où il sent qu'il y a des signaux faibles qui montrent que ça ne va pas très bien, et bien qu'il puisse être aidé par une sorte d'assistant virtuel qui permet de lui restituer les bonnes pratiques en réponse à sa question en particulier. Donc c'est à la fois un espace d'échange, si tu veux, entre les managers sur des situations concrètes de leur quotidien où ils vont pouvoir s'aider entre eux, et également une IA. Alors l'intérêt de l'IA, si tu veux, Andrea, c'est que très peu de managers vont aller voir les RH en disant mes réunions, ou alors N+1 en disant mes réunions, j'ai l'impression que les équipes sont complètement décrochées, j'ai quelqu'un qui paraît triste, qui ne répond plus à mes mails, etc. Alors que l'intérêt de l'IA, c'est qu'on va pouvoir s'exprimer de façon complètement confidentielle et supprimer toute la timidité pour vraiment exprimer son besoin. Et derrière, l'IA va piocher dans toutes nos bonnes pratiques. On a 5000 contenus pour accompagner au mieux. Ça en fait pas mal. Voilà, oui. Ça en fait pas mal. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi cette idée de co-développement, de partage, de collaboration, et ça crée un cercle vertueux positif qui va permettre aux différents managers de trouver des solutions et d'aller plus vite dans leurs besoins, et de faire aussi de regarder les irritants qu'il y a et d'avoir une réponse. Et c'est intéressant aussi donc avec la technologie, donc c'est l'IA avec des algorithmes. Vous arrivez à analyser les différentes contributions. Oui, alors justement, je peux te donner plusieurs exemples, mais effectivement, certains clients nous disent, c'est un peu comme du co-développement à grande échelle. J'ai en tête un client où on a 1000 managers qui sont dans une communauté, et là, on est vraiment sur de la très grande échelle. C'est l'intérêt du digital. Alors oui, je peux te donner quelques exemples où très concrètement, l'IA est utilisée dans cet objectif. D'une part, l'application va ressembler un peu à un espèce d'espace WhatsApp animé par un coach un petit peu. Simplement, tout est automatisé. Donc, les managers vont échanger. Donc, ça, c'est une des premières fonctionnalités. Et par l'analyse des verbatim, l'analyse sémantique, l'IA qu'on a personnalisée va détecter les bonnes pratiques partagées. Donc, ça, c'est une première fonctionnalité, ce qui permet de créer un peu le book des fonctionnalités de notre entreprise cliente. Mais j'ai un autre exemple un peu plus atypique, c'est qu'on organise des événements, des visios qui sont très courtes, des masterclass mais très courtes. Parfois, tu vois, on peut avoir 500 ou 800 managers connectés en même temps. On les fait travailler sur une question très précise, du type comment est-ce que tu fais pour démarrer tes réunions d'équipe, ou voilà, par exemple, ou pour garder le cap. D'accord. En temps réel, j'ai 500 personnes qui vont contribuer dans l'application avec leurs expériences, qui vont dire tiens, moi j'ai fait comme ça la semaine dernière. Et en temps réel, on restitue les 10 pratiques les plus rares, innovantes, intéressantes au panel. Tu vois, donc c'est un exemple très concret de l'utilisation de l'IA en temps réel, très en bien. live. Voilà. Très bien.
bien. J'en ai d'autres exemples si tu veux. Bon, super. Et donc aujourd'hui, avec la WeBox, vous avez d'autres initiatives en cours que vous prévoyez dans le futur proche? Oui, alors cette année, on a beaucoup développé l'IA au service du feedback à 360. Donc, tu dois connaître ces possibilités de faire un 360 où tu peux avoir l'avis de tes collaborateurs, de ton N+1, de tes confrères, etc. Et nous avons travaillé cette année sur une IA qui va délivrer ce qui fait consensus dans tes points de force et dans tes points de progrès sur la base de ces verbatines récoltées par ton écosystème. Et ça, on l'utilise déjà chez plusieurs clients. Mais il y a beaucoup d'initiatives en ce moment. On travaille surtout sur le sujet de l'éthique et de la confidentialité. Ça, c'est important dès qu'on parle d'IA. Et puis, bon, voilà, moi, je veux aller beaucoup plus loin en termes d'impact, de taille de projet. On lâche pas l'affaire pour un monde meilleur. Et on a nos clients qui sont aussi très focus sur ces aspects-là. Moi, je crois beaucoup à la force des témoignages pour éveiller les consciences. Et donc, c'est ce que je vais faire pour les entrepreneurs avec mon prochain livre. Mais en ce qui concerne le management également, je crois beaucoup aux témoignages de managers qui vont aller partager leurs pratiques. Et plus globalement, voilà, je pense que mon prochain sujet, c'est aussi le sujet du burn-out et de l'épuisement parce que on en rencontre de plus en plus. C'est effectivement vers ça que nos pratiques, que ce soit de l'animation de réunion, le feedback, les pratiques du manager, permettent aussi de repérer ces signaux faibles. Mais je pense que ce sera peut-être un de mes prochains combats. Bon. Non, mais c'est super en tout cas. Je pense qu'il y a besoin aussi, et puis de ce suivi-là, d'être à même aussi de comprendre, de détecter assez rapidement, très tôt, des signaux faibles. Je voulais qu'on parle un petit peu on en a parlé avec l'IA et tout ça, mais la digitalisation, le management, le télétravail, tout ça. Comment est-ce que cela a transformé aujourd'hui le paysage du management, l'engagement des employés? Alors, ça l'a modifié et ça le modifie encore. Mais oui. On n'est qu'au début sur plusieurs aspects. Tout d'abord, sur un aspect organisationnel, en fait, le télétravail a généré non pas juste le fait d'être connecté en visio, mais c'est des nouvelles façons de manager. C'est-à-dire qu'on a eu pas mal de managers qui étaient en besoin de contrôle, qui avaient besoin d'être visibles, qui avaient besoin d'être rassurés, d'avoir leurs équipes à côté d'elles. Donc, ils faisaient des réunions pour contrôler, être visibles et être rassurés. Et tout d'un coup, on passe en mode télétravail, où là, certains collaborateurs deviennent trop engagés, vont faire trop d'heures. D'autres, au contraire, vont décrocher, on les verra plus. Mais si on repense au manager, cette nouvelle organisation lui fait perdre un peu la main. Il a l'impression de ne plus être visible. Il n'est plus rassuré non plus et puis il ne contrôle plus rien. Donc, c'est l'impression qu'il peut avoir. Donc, ce changement d'organisation va lui nécessiter un changement dans ses façons de manager. Voilà, c'est pas juste de digitaliser les outils, c'est de manager différemment. Donc, il va devoir commencer à travailler sur comment responsabiliser, comment rendre autonome, comment faire passer des messages, comment suivre des KPI, des objectifs, sans être à côté de la personne. Voilà, donc c'est vraiment une nouvelle façon de manager en fonction des changements liés à l'organisation. Deuxième point, il y a bien sûr des changements d'outils. Voilà, là, ça explose en ce moment. Donc, on voit avec la WeBox, l'IA, en fait, devient un assistant virtuel, mais ce sera le cas dans tous les aspects de l'entreprise. L'IA devient l'assistant virtuel de tout un chacun pour aider à trouver ses priorités, relancer sur les missions à réaliser, capter les signaux faibles. Donc, nous, on s'intéresse à tout ça. Donc, les outils, je pense que voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur les outils. Un quatrième volet qui est un changement très fort, qui est l'aspect émotionnel. Alors déjà, on passe en 2D quand on est à distance, donc il n'y a plus ces notions de plaisir, on ne va plus aller boire un coup. Tout ce qui permet de créer du lien, de comprendre les signaux faibles et qui font le sel de la vie, disparaissent, donc il faut le recréer. Les discussions autour de la machine à café. Voilà, exactement. Et on a des cafés virtuels. Mais et puis même l'échange d'un regard, beaucoup plus agréable en présentiel. Donc, il faut recréer de l'émotion à distance. Donc, ça fait partie des challenges du manager. Et puis, si on n'a pas cette émotion à distance, si on n'a plus cette émotion,
le risque, c'est de devenir un peu des machines de guerre de travail et c'est la porte ouverte à l'épuisement professionnel dont on parlait. Donc, ce volet émotionnel, il est très important. Et puis, enfin, le dernier aspect qui est dans les transformations liées à la technologie. On l'a vu avec le Covid qui a démontré qu'une autre vie était possible avec toute cette façon de mettre de la souplesse, de responsabiliser, de rendre autonome. C'est finalement comment garder le meilleur de tout ce qu'on a pu vivre pendant ces moments-là. Parce qu'on en arrive parfois à des hérésies où les collaborateurs ont vécu quelque chose de très fort et sont en chamboulement, veulent vraiment que leurs valeurs soient respectées, veulent continuer à concilier leur temps de vie pro-perso, etc. Mais on en arrive à des hérésies où des entreprises nous contactent parce qu'elles recrutent des centaines de personnes tous les 6 mois et qui, la moitié, quitte la boîte dans les 6 mois parce que ils ne retrouvent plus, ils ont envie de retrouver à la fois cette efficacité parce que on travaille tous, personne ne travaille gratuitement, on travaille pour gagner sa vie, donc il faut le faire, l'entreprise a un objectif business et financier. Et en même temps, moi je suis convaincue qu'on peut inverser cette fuite des talents en appliquant ces bonnes pratiques, en tenant compte des enseignements de tout ce qui s'est passé pendant les années Covid. Très bien. Effectivement, c'est sûr que pendant les années Covid, il y a eu une vraie transformation du travail et puis aussi de la valeur travail, de ce qu'on peut en penser. Et donc, j'ai ton livre sous les yeux, donc les collaborer à distance efficacement, plonger dans le bain du télétravail, j'aime beaucoup. Et je voulais savoir si tu avais quelques règles clés, quelques règles à donner pour télétravailler efficacement. Ce seraient lesquelles ? Oui, alors bien sûr, il y en a 2 que j'essaye d'appliquer moi-même. Donc, on se met dans la peau d'un manager qui gère un projet ou même d'un collaborateur qui gère un projet. Vous avez des objectifs business, il faut produire un produit en sortie d'usine, il faut produire un projet de rédaction de contenu média, quel qu'il soit. Vous avez donc des objectifs quantitatifs, vous avez besoin de convaincre. Et en fait, la difficulté liée au sujet de l'émotionnel dont je parlais tout à l'heure et au sujet de l'organisation fait que finalement les participants à votre réunion d'équipe ou à votre réunion chez le client ou quoi que ce soit ne savent pas tout, ne comprennent pas tout, ne perçoivent pas tout et vous-même vous ne savez pas en fait forcément, je parle aux auditeurs, si finalement ces personnes sont d'accord ou pas avec ce que vous venez de dire, vous avez perdu le lien, donc il y a peut-être un peu moins de confiance et c'est là-dessus que les techniques sont vraiment particulièrement importantes. D'accord. Bon, à la WeBox, on en a des milliers. Mais moi, mon conseil, Andrea, si tu veux faire des visios, c'est de toujours commencer tes visios par un icebreaker ou quelque chose qui permet de briser la glace. En présentiel, tu aurais pris un café, tu aurais discuté de plein de choses. Mais au-delà du côté un peu gadget, derrière, l'idée, c'est de créer ce lien, de créer de la confiance et donc de prendre la parole aussi en visio, que tout le monde prenne la parole. Donc ça peut être des icebreakers, qu'est-ce que c'est, c'est un petit exercice, on va poser une question et puis on va faire un tour de table. Donc ça peut être très corporate. Oui, briser la glace en français. Exactement, on va briser la glace. Donc moi, je suis pas du tout, je suis assez timide, donc je suis pas du tout clown ou quoi que ce soit. Donc il faut trouver son style, mais il y a des icebreakers très business du type... avant de commencer, je voulais savoir si on pouvait se définir quel allait être le facteur clé de succès de cette réunion, quel serait-il ou par rapport à la dernière fois, quelles sont vos attentes aujourd'hui ou est-ce que la réunion de la dernière fois vous a convenu, qu'est-ce qu'on en a retiré. Donc ça peut être très business, mais ça permet juste d'ouvrir un peu la discussion et pas partir tout de suite bille en tête dans l'agenda. Mais bien sûr, après, ceux qui sont à l'aise avec cet exercice, ça peut être ça peut être fun, sur tes super pouvoirs. Donc ça, c'est, en tous les cas, de faire on appelle aussi ça du small talking, mais de faire en sorte que tout le monde s'exprime au moins une fois. Parce qu'il y a des personnes qui, s'ils ne sont pas exprimées au début, on les a perdues pour la suite. Oui. Deuxième pratique, toujours liée à cette nécessité de sentir le non-verbal, aller comprendre ce que les gens ressentent, c'est qu'à la fin de la réunion, il n'y a pas non plus ce petit temps où on en discute, on se met d'accord, on fait le trajet ensemble, etc. Donc, le miroir de l'icebreaker,
du brise-glace, c'est le feedback. Et là aussi, il y a plein de techniques de feedback. Moi, je trouve que c'est très puissant. Je les utilise avec les clients, de faire un tour de table. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Sur quoi vous êtes motivé à la fin de cette réunion ? Qu'est-ce que vous avez appris ? De pouvoir se dire en quoi ce projet sera un succès. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Ça peut être aussi le fameux ROTI, Return on Time Invested, en disant s'il fallait noter entre 1 à 5 l'intérêt de cette réunion et son efficacité, quelle est-elle ? Voilà, donc tout ce qui va permettre aux personnes de s'exprimer, d'exprimer des désaccords, de co-construire, de ne pas être juste dans un discours descendant où vous allez les perdre. Bon, non mais très bien. Finalement, ce serait, je pense aussi, de prendre le temps, quand c'est comme ça, que ce soit en début ou à la fin de la réunion, de prendre ce temps-là pour comprendre réellement les attentes, les besoins des personnes qui sont autour de la table. Et oui, alors c'est marrant sur ce sujet du temps parce qu'il y a des injonctions très contradictoires. C'est que de plus en plus, on parle de réunions de 30 minutes qui sont un peu la clé pour bien gérer son emploi du temps. Et moi-même, je le pratique dans certains cas. Mais même dans ces 30 minutes, en fait, il faut savoir prendre le temps pour accueillir son interlocuteur et savoir bien conclure. Donc finalement, si on fait des réunions de 30 minutes, il y en a peut-être que 20 minutes qui seront vraiment purement, strictement efficaces, mais tout ce qu'il y a autour est particulièrement important. Donc cette gestion du temps. Voilà. Il y a également un autre aspect plus lié à l'organisation, parce qu'on parlait de l'organisation tout à l'heure, Andrea, c'est qu'on se disait, tiens, il y a une nouvelle organisation du travail. Ce qui est important aussi, c'est une vraie clé en ce moment, c'est de définir qu'est-ce qu'on fait en télétravail en distance et qu'est-ce qu'on fait au bureau. Et en fait, le bureau, c'est fait pour se réunir, pour créer ensemble, pour brainstormer, pour négocier, pour discuter de sujets sensibles, alors que la maison, c'est fait pour produire ce qu'on arrive à faire tout seul, produire des tableaux, produire des missions. Voilà, donc ce split, il est efficace, en fait. Il est vraiment efficace si on prend le temps de réfléchir en équipe à ce qu'on va faire ensemble quand on est au travail. Non, mais très bien. Merci beaucoup, Alexia. Je voulais qu'on parle un petit peu on en a parlé, mais des différentes stratégies, je pense, d'engagement des collaborateurs quand on veut engager dans un environnement du travail moderne, parce qu'effectivement, il y a le télétravail, il y a plein d'autres sujets. On a parlé du burn-out aussi. Et je trouve que ça reste quand même... on a beaucoup d'outils, de technologies en place. Et comment ça se fait qu'on a quand même des sujets, on les a évoqués, qui sont toujours en place. Et comment on fait pour continuer à créer cet engagement-là, avec l'aide des digitales, bien entendu. Oui. Alors, peut-être je ferai une petite digression pour prendre l'exemple des entrepreneurs. Que les entrepreneurs sont très engagés, forcément, puisque c'est leur conviction. Surtout que, moi, je travaille beaucoup sur le sujet des entrepreneurs à impact, donc ils sont hyper engagés. Ils sont hyper engagés parce qu'ils ont besoin d'être libres, on l'a vu, besoin de reconnaissance, il y a des convictions et tout. Mais la conséquence de cet engagement, et j'ai été surprise, là, j'ai interviewé 30 entrepreneurs, il y en a 8 qui sont partis en burn-out, on m'a même parlé de cancer. Donc, la difficulté de cette notion d'engagement, c'est que si l'engagement, il n'est pas mis à bon escient, eh bien, le corps se révolte. Et c'est comme ça que le burn-out naît. Alors, si je reviens à ta question, du coup, de l'engagement. L'engagement, il est intéressant parce que, pour le coup, s'il est mis à bon escient, c'est là qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Et l'exemple des entrepreneurs est encore le cas. Quand tu es dans la bonne rivière et que tu suis le courant, tu es dans le flot, tout va bien. C'est comme les artistes, voilà, c'est exactement la même chose. Ils ont une puissance créative et s'ils sont dans le bon style, leur bonne créativité, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc, pour moi, une fois qu'on a appliqué toutes ces bonnes pratiques de management qui vont rendre efficace, souder, libérer la parole et voilà, il faut s'intéresser aux envies profondes des personnes. Et c'est là où l'entreprise est un monde financier. Et il ne faut pas qu'on oublie, en plus de cette financiarisation, que le risque, c'est de couper les gens de leurs envies profondes. Donc, il faut s'intéresser aux envies profondes de ces personnes. Certains, d'ailleurs, ne savent pas vraiment quelles sont leurs envies profondes, mais en allant questionner les leviers de motivation, en allant s'intéresser, voilà, l'objectif, c'est d'être aligné entre ses valeurs, ses émotions et son job. Et c'est là qu'on donne le meilleur de l'engagement. Donc, pour y parvenir, Andrea, tu parlais de la technologie.
Nous, effectivement, pour y parvenir, à la fois, on va fournir des pratiques pour pouvoir motiver, engager ses équipes, que ce soit des pratiques de feedback, d'animation de réunion, de suivi de projet, comment mener les entretiens d'évaluation, etc. Et en même temps, on y va par petites touches, en tous les cas, parce que tout le monde n'a pas forcément envie, mais on invite à questionner ces sujets de valeur, qui suis-je, qu'est-ce que je fais là, etc. Et aussi de questionner ses équipes sur ce sujet-là. Très bien. Mais en tout cas, merci beaucoup. De ce que je comprends pour un collaborateur, pour un salarié, c'est de bien mettre le curseur là où il faut en termes d'engagement et entre ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime faire et ce qui me rend aussi heureuse. Oui, et puis c'est le fait d'avoir des discussions à très forte valeur ajoutée. Tu vois, par exemple, tout le monde a besoin de se sentir utile. Oui. Bon, comment tes équipes peuvent se sentir utiles dans le projet que tu es en train de déployer. Donc, c'est là où il faut avoir des discussions à forte valeur ajoutée sur ce qu'ils ont repéré sur le terrain, leurs initiatives. C'est ça, en fait, dont les individus ont besoin. Savoir à quoi ils servent. Absolument, oui. En tout cas, de servir à quelque chose quelque part. Et Alexia, merci beaucoup. Je voulais qu'on parle un peu donc on en a parlé, de l'IA, mais cette fois-ci, ton avis sur la question de l'IA, le management. Est-ce que, parce qu'on en parle beaucoup, l'IA générative, par rapport à je pensais à des gens qui en ont peur, des métiers qui vont disparaître, etc. Donc, ton avis sur la question, parce que de ce que je comprends avec la WeBox, tu l'utilises aujourd'hui à son plein potentiel pour pouvoir vraiment analyser les données, analyser les datas. Et je voulais comprendre ton avis là-dessus sur l'IA. Alors, j'ai vu une étude ce matin, et je l'ai postée sur LinkedIn, une étude IFOP, qui disait que 55% des Français qui ont utilisé de l'IA l'ont fait en cachette. C'est vrai? Parce que leur employeur leur avait interdit. Bon, moi, je trouve qu'on n'est pas des enfants. Il va falloir que ce sujet, on le traite quand même de façon assez rapide dans les organisations. Donc, nous c'est pour ça que... Alors, derrière, pourquoi certaines organisations l'interdisent? Parce qu'il y a une crainte de confidentialité et d'éthique. Oui, et de sécurité. Voilà, exactement. Donc, nous, ces sujets-là, on les traite à la WeBox, puisque l'IA ne va piocher que dans nos contenus et ces contenus ne sont pas repartagés au reste du monde. Donc, je vois en ce moment que les organisations travaillent toutes sur ce sujet-là. Quand c'est interdit, en général, c'est parce que finalement, l'entreprise y réfléchit très fort et en attendant d'avoir sorti ses conclusions, ils l'interdisent. Moi, je trouve que c'est le sens de l'histoire. C'est rare quand il y a des révolutions comme ça qui viennent de la part aussi des consommateurs, parce qu'il y a eu un engouement, des millions de connexions à la sortie de ChatGPT. Donc, il y a un engouement, il y a un besoin et il y a une valeur ajoutée puisque ça rend efficace. Et donc, c'est rare que si on cherche à aller contre un courant aussi fort, on puisse en sortir vainqueur. Donc, pour moi, il faut faire avec. Et l'enjeu, c'est donc de permettre aux humains d'être meilleurs là où ils sont meilleurs. Il y a des tâches à la WeBox que l'on fait que par IA et qui nous ont permis... je vais vous donner l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure sur l'événement où en live, on analyse les contributions de 500 personnes pour en tirer les 10 meilleures pratiques. On a fait le calcul, ça nous fait économiser 40 consultants pendant cet événement qui sinon auraient lu avec leurs yeux d'humain, auraient réfléchi, et voilà. Donc, impressionnant. Oui, impressionnant, exactement. Donc c'est un fait. Et puis, on est dans une économie capitaliste. Nous, ça nous fait aussi, ça nous permet d'être efficace pour moins cher. Donc, on ne va pas faire sans. Par contre, là où l'humain est exceptionnel, c'est tout ce qu'on a dit jusque-là. C'est les valeurs, c'est les envies profondes, la créativité, la liberté, la sérendipité, ce qui nous permet de ne pas tourner en rond et d'apporter plus de valeur et de changer les choses, de s'occuper de la planète, des humains, des individus, la santé. C'est tous ces sujets-là où l'humain est indispensable. Et donc, voilà, moi, je suis une vision plutôt optimiste sur le fait qu'effectivement, l'IA devient un assistant virtuel de poche de chacun. Nous, on s'en sert pour partager la connaissance, pour diffuser la connaissance de façon la plus pertinente possible.
Mais ce qui n'empêche que le management, c'est une affaire d'hommes, d'hommes au sens avec un grand H. D'hommes et de femmes. Quelqu'un me disait, mais est-ce que non, c'est pas l'IA qui manage. Le management, c'est une histoire d'hommes et de femmes, et jamais l'IA va manager, par exemple. Voilà, oui. C'est impossible. Donc, pour en venir à le rôle de la technologie, de toutes ces applications digitales, c'est vraiment d'être au service de l'humain. Oui, exactement. Et c'est comme ça aussi, d'ailleurs, que petit à petit va se bâtir une culture d'entreprise. Je ne sais pas si tu voulais qu'on évoque oui, tout à fait. Sujet-là. La culture, je trouve que c'est très important, la culture d'entreprise. Donc, je voulais avoir ton avis là-dessus. Comment est-ce que la culture d'entreprise influence aujourd'hui, que ce soit l'engagement des employés ou même le fait d'embarquer les équipes sur un projet de transformation, un projet de réorganisation? Comment la culture peut... quel est le rôle que joue la culture d'entreprise? Alors, aujourd'hui, donc avec ces algorithmes, ces IA, ces plateformes, on outille les managers, mais chacun va piocher dans les pratiques qui lui sont chères, là où il est plus à l'aise. Si je reprends l'exemple des icebreakers de tout à l'heure, tu as des managers qui aiment bien se marrer, puis tu en as qui sont plutôt sérieux. Ils vont chacun piocher dans une façon de faire différente. Si je reviens à la question de la culture, eh bien, c'est l'ensemble de ces façons de faire, l'ensemble de ces codes, de ces rituels, de ces routines, de ces habitudes, de ces façons de faire. Tu vois, par exemple, j'ai une amie qui est investisseur et puis il y a une équipe d'entrepreneurs qui sont arrivés en rendez-vous en claquettes chaussettes. Clairement, là, tu vois, ils n'étaient pas dans les codes. C'est ça qu'on appelle les codes. Mais en fait, dans la vie professionnelle, il y a plein de codes. Est-ce qu'on se vouvoie? Est-ce qu'on arrive en costume? Est-ce qu'il y a le sens de l'autonomie ou de la hiérarchie? Est-ce qu'on peut prendre l'initiative ou pas? Est-ce qu'on peut aller discuter avec le patron ou pas? Est-ce qu'on peut apporter à grignoter en réunion d'équipe? C'est toutes ces petites choses qui font le quotidien d'une entreprise, et c'est aussi ça qui fait l'engagement. Comment se passe une réunion d'équipe? Est-ce que tout le monde écoute le chef, ou est-ce que finalement chacun est invité à présenter? Donc c'est tout ça, c'est tout ce qu'on a évoqué et tout ce qu'il y a dans mes bouquins d'ailleurs finalement. C'est tout ça qui fait la culture d'une entreprise, la culture d'une équipe. Alors moi je crois surtout plus à la culture d'une équipe. Tu vois, le manager, il crée la culture de son équipe. Après, je suis pas DRH. Les DRH veulent plus avoir une culture d'organisation. Mais pour moi, le manager, c'est lui qui va créer sa culture d'équipe. Et c'est là, d'ailleurs, où même pour lui, il peut être plus engagé parce qu'il va faire ce qu'on lui demande de faire. Il va atteindre ses objectifs. Par contre, il va le faire avec sa patte. Et ça, il a une marge de manœuvre. Et donc, s'il a des valeurs ou des engagements, il peut les mettre au profit de son management d'équipe. Tu fais un séminaire, s'il a envie d'emmener tout le monde, aider des personnes défavorisées dans le cadre de ces séminaires à faire je ne sais quoi, il peut mettre ses valeurs et créer sa culture d'équipe. C'est intéressant. La semaine dernière, j'avais un déjeuner organisé et j'ai rencontré donc la DRH du LVMH, et c'était assez drôle parce qu'elle disait que effectivement il y avait le management, c'était vraiment aussi en fonction du leader, du manager qui était là, qui embarquait ses équipes, et chacun avait sa façon de faire, et effectivement ça, c'est une culture qui va ressembler au manager, au leader de l'équipe. Oui. Et là aussi, si je reprends l'exemple de l'entrepreneur, hier, j'ai interviewé un entrepreneur qui était leader européen dans un domaine lié aux télécoms. Il avait levé 5 millions, il était en hypercroissance. Et puis en fait, il avait des signaux d'épuisement professionnel parce qu'il était totalement désaligné en fait avec ce qu'il faisait, mais il ne le savait pas. Et entre-temps, du coup, il est devenu coach. Tout ça pour dire que finalement, il n'y a pas un modèle il n'y a pas un modèle de réussite. Et de la même façon, il n'y a pas un modèle de manager, il n'y a pas un modèle de leader. Il faut qu'on sache savoir nous-mêmes qui je suis, de quoi j'ai envie, d'accord, pour décliner ça au quotidien avec ses équipes. C'est pareil pour les leaders. Aujourd'hui, le leader, c'est plus un sachant qui impose sa vision. En fait, chez nos clients, tu sais, les entreprises définissent des valeurs ou des chartes ou des modèles de management. Ils disent, les managers deviennent leaders, coach, animateurs, boss, etc. Et dans tous ces termes, en fait, ce que je vois évoluer aujourd'hui, c'est que le leader, et le manager, il devient animateur de tribu. Il est là pour donner envie, montrer la voie. Et en fait, si lui-même s'il n'incarne pas ses valeurs, il ne va pas y arriver. Donc, le leader, comme le manager,
pour donner le meilleur de lui-même et donc donner le meilleur de ses équipes, il est important qu'il se questionne sur ses valeurs, ses envies et qu'il les incarne, sans chichi. Parce que sinon, moi je dis souvent que les valeurs, c'est un peu comme la confiture et la culture, moins on en a, plus on l'étale. Excellent. Et donc il faut souvent, tu as des organisations qui vont choisir le terme de la bienveillance parce que justement il n'y en a pas. Et voilà, aujourd'hui, si on veut être cohérent, engagé, motiver les équipes, eh bien, si on veut devenir un leader bienveillant, il faut qu'on apprenne à écouter, donner la bonne info, savoir recadrer les conflits, savoir résoudre un problème quand quelqu'un ça se passe pas bien dans l'équipe, il faut savoir demander du feedback, voilà, savoir dire non. C'est important d'incarner complètement ces valeurs. En tout cas, merci beaucoup, Alexia. Et pour en venir à ton parcours personnel, et puis donc tu as travaillé en entreprise, tu as créé des sociétés, tu en as revendu, donc tu es vraiment leader et manager aussi. Et je voulais comprendre comment on en a parlé un petit peu, mais vraiment comment tu vois aussi l'évolution du rôle des leaders dans les prochaines années. En matière d'engagement, bien sûr, aussi en matière de gestion, que ce soit des projets, des gros projets. Et à partir de ton expérience, comment tu vois le leader, le manager ? Justement, c'est ce que j'ai essayé de partager, c'est que cette sincérité du leader, elle est essentielle. En même temps, je sais qu'elle est extrêmement difficile parce que ils ont des rôles et des prérogatives financiers, notamment des rôles en termes d'atteinte d'objectifs, etc. Mais un leader qui n'est pas aligné avec ses valeurs profondes, il n'est pas crédible en fait. Et donc moi, ce que me remontent les collaborateurs ou même les managers qui se livrent à nous, c'est qu'il ne faut pas les prendre non plus pour des andouilles. Donc il faut apprendre à dire les choses. Voilà, le leader, pour pouvoir être vraiment cru, motiver les équipes, il faut qu'il apprenne à dire les choses, apprendre à dire non, apprendre à répondre à des questions complexes sur lesquelles il n'a pas envie d'agir, et puis qu'il connaisse ses propres valeurs et qu'il soit lui-même aligné, et là, tout le monde le suivra. Très bien. Et aussi qu'il soit au service, je pense au service d'eux, on entend de plus en plus. Oui, alors là, c'est encore l'étape d'après. Oui. Effectivement, c'est le leader-serviteur. Oui. Là, on devient presque, on va glisser sur le terrain des sociétés agiles. Et là, je sais pas, en fait, pour le commun des mortels, comment ça où met le curseur. Déjà, je trouve que si déjà les leaders étaient alignés avec leurs valeurs, à l'écoute, et chercher vraiment à être honnête, authentique avec leurs équipes, ce serait déjà un pas colossal. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Ensuite, l'étape suivante, c'est d'être le leader coach, c'est-à-dire qui donne la vision, mais qui en même temps est à côté de ses équipes et qui est là pour les faire grandir et être à leur service, effectivement. Très bien. Et Alexia, ton fil rouge, c'est vraiment avoir un monde meilleur au travail. Donc, entrepreneur, leader pour un monde meilleur au travail. Et je voulais savoir comment, toi, ta vision des mondes meilleurs au travail a évolué aussi au cours de ces années. Et au cours de ta carrière aussi. Alors, moi, je déteste le happy washing, donc je suis quelqu'un du business, je suis entrepreneur, j'ai investi, je suis vraiment dans le business, au service du business, au service des objectifs business des entreprises. Et donc, je disais tout à l'heure, je lâche pas l'affaire sur le domaine du monde meilleur parce que quand on voit la consommation de psychotropes, quand on voit la quantité d'épuisement professionnel, quand on voit les difficultés qu'ont les boîtes à recruter, on voit que c'est un sujet business. Donc voilà, je vais toujours œuvrer et aller plus loin dans ce sens-là. C'est vrai que là, en parallèle, j'écris ce livre sur les entrepreneurs engagés, les entrepreneurs à impact. Et je vois qu'il y a aussi beaucoup d'histoires difficiles dans ce domaine-là, beaucoup de personnes qui sont acharnées. Dans l'autre sens, c'est l'extrême, quoi. Donc, moi, je m'intéresse à trouver ce juste milieu
Alors, pour les startups, je dis entre faillite et burn-out, il y a une vie entre faillite et burn-out. Et c'est pareil en entreprise. Il y a une vie entre désengagement et démission ou épuisement professionnel. Et c'est ça que je cherche. Voilà, c'est au service du business, quelles sont les façons de travailler les plus matures. Et donc, ça passe beaucoup par les maturités des personnes. D'accord. Voilà. Il y a de plus en plus de leaders, les vrais leaders serviteurs dont on parlait, ils se font coacher, ils font des psychothérapies, ils réfléchissent vraiment sur leur impact. Donc, c'est tout ça, une histoire de maturité, en fait, de l'être humain qui m'intéresse énormément. Et donc, dans ce livre, l'idée, c'est vraiment d'en parler? Oui, alors tout à fait. Donc ce livre va porter sur les entrepreneurs à impact et j'ai des investisseurs et des entrepreneurs qui témoignent, une trentaine. D'accord. Je partage toutes les bonnes pratiques pour lancer un projet à impact. Et également, il y a tout un volet sur la charge mentale de l'entrepreneur. J'y partage mon histoire en toute transparence et tous les leviers qui ont agi sur ma personnalité, mon acharnement, ma ténacité. Et puis, voilà, toutes les bonnes pratiques, que ce soit pour lever des fonds, chercher des clients, voilà, tous ces sujets-là. Effectivement, donc ça sera un livre très personnel. Oui, et je pense que c'est pas un gros mot de parler de charge mentale des entrepreneurs. Il y a beaucoup de personnes en France, il y a plus d'1 million d'entrepreneurs. Donc il y a un vrai sujet sur comment aligner ses envies, ses ambitions et son travail. Encore une fois, au service du business. Donc c'est effectivement une approche plus personnelle, un témoignage plus personnel, parce que j'ai envie de générer des prises de conscience. Et pour moi, c'est la force du témoignage qui fait prendre conscience de sujets aussi importants que celui-là. Et je vais aussi parler beaucoup de l'entrepreneuriat au féminin. Très bien. J'ai hâte de le lire, de l'avoir. Et il sortira pour quand? Alors, j'ai pas encore la date. Il est encore en cours d'écriture pour l'instant. Bon, très bien. Et comment faire pour te joindre, Alexia? Alors, donc, j'ai mon podcast, moi aussi, sur le futur du travail, si y en a que ça intéresse. Et puis, sinon, sur LinkedIn, je suis très active sur LinkedIn, donc on me trouve facilement, Alexia Bernardi. Je suis très réactive et je réponds aux mises en contact avec grand plaisir. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour ce moment d'échange et de partage. À bientôt. À bientôt, Andrea. Merci pour ta confiance. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez nous laisser un commentaire sur LinkedIn ou Instagram et le partager avec votre entourage. Si vous souhaitez sponsoriser le podcast des catalyseurs engagés des organisations ou nous proposer un partenariat, contactez-nous via le formulaire.